Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle découverte. Aujourd'hui on parle d'une italienne dont la production s'est récemment terminée, l'Alfa Romeo Giulietta. Alors c'est un véhicule que je connais très bien étant donné que c'est mon daily depuis bientôt 3 ans et vu que je l'apprécie toujours autant, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Mais avant de commencer, si vous souhaitez voir d'autres essais ainsi que d'autres présentations de véhicules, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir la chaîne et pour permettre de la développer ainsi que de vous proposer d'autres essais et d'autres découvertes dans ce style-là. Allez, on est parti ? Effectivement, la Giulietta a une assez longue production étant donné qu'elle est sortie en 2010. Donc elle s'est achevée en 2020, donc ça fait quand même plus de 10 années sur le commerce. Et je trouve ça quand même beaucoup pour un véhicule. Alors certes, il a eu le droit à plusieurs restylages, mais il n'a pas évolué non plus énormément extérieurement et intérieurement. Ici, on a un modèle de 2015, donc en phase 2. Il y a plusieurs différences. Entre la phase 1 et la phase 2, c'est assez discret comme différence. Mais la phase 3, on la reconnaît par rapport à un petit truc ici au niveau du bouclier. Il y a toute cette partie qui est un petit peu noire. À l'arrière, on a un logo assez différent aussi, un monogramme. Mais voilà, ici donc on a une phase 2 en série Sprint, comme vous pouvez le voir ici. On a la petite inscription Sprint, alors c'est une série spéciale qui comporte les jantes, donc en 17 pouces. On a des couleurs de poignées spécifiques qui sont donc de la même couleur que les barrettes de la calandre. Et donc on a, bon, ça se voit pas énormément sur des gris sur gris, mais c'est des couleurs spécifiques et on voit un petit peu, c'est un peu plus foncé. Autrement, on a la calandre, hein, la célèbre calandre mythique d'Alfa Romeo, qui divise toujours le bouclier en deux. Et ça aussi, c'est assez original et c'est très rare sur des véhicules d'origine, enfin de série. On a la plaque d'immatriculation déportée sur le côté gauche. Alors c'est un style à l'italienne, hein, enfin ça, à l'italienne, d'Alfa Romeo du moins. Et ouais, non, donc on a un petit bouclier assez sympa, assez arrondi quand même, avec la calandre, donc avec le petit cerclage en chrome, super joli, le petit logo Alfa Romeo. On a des feux, alors sous un certain angle, sur le 3/4 avant, alors bon, c'est très léger, hein, mais il y a un petit air de Ferrari California ou de 599 GTB, alors c'est très discret honnêtement, mais j'ai vu ça l'autre jour et j'étais là, c'est sûr c'est pas une Ferrari non plus, mais il y a un petit air, c'est léger mais il y a un petit air. Alors vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve qu'il y a un petit côté de cet angle-là, honnêtement. Enfin bref, voilà. On avait déjà les 4 petites diurnes, donc la signature lumineuse, c'était déjà sorti depuis quelques années, mais c'est vrai que c'était sympa à l'époque. Et ouais, non, le phare, je l'aime vraiment bien, le bloc optique. Il est assez travaillé avec la grosse partie, là, j'aime vraiment bien. Autrement, on a un capot avec des lignes qui partent de là-bas, tout doucement, qui viennent jusque là et qui donc rejoignent le cerclage chromé de la calandre et qui repart vers là. Je trouve ça vraiment sympa. Ça donne un petit peu de dynamisme au véhicule. Sur le profil, on retrouve les jantes de 17 pouces, montant 225 par 45, avec le célèbre dessin des jantes Alfa Romeo, hein, avec pas mal d'arrondis. Moi j'aime vraiment bien. J'ai changé les pneus récemment. Je suis un petit peu déçu de mon achat. Je le regrette un peu. Je vous en parle un petit peu plus tard sur la partie au volant. On a donc le petit logo Sprint, la poignée de couleurs différentes. Ici on a donc le bas de caisse, un petit peu le plus prominent étant donné que c'est le pack sport, hein. La petite poignée à l'arrière, la poignée cachée, c'est vrai que j'aime bien, ça libère un petit peu de l'espace ici. On a cette belle arête qui commence et qui rejoint le phare, avec une ceinture lumineuse assez sympathique, qui fait un petit peu énervé, comme si elle fronçait les sourcils, qui part de là, qui longe tout le phare et qui fait une petite boucle. Alors de nuit c'est vraiment joli, je trouve que ça donne un petit côté un petit peu musclé, surtout avec le petit diffuseur. Qui est purement esthétique, hein. Je pense qu'en termes de conduite ça change rien du tout, mais ça donne un petit côté comme dit musclé. On a un peu de carrossage aussi, donc ça accentue la chose. On retrouve le petit logo de Giulietta qui était comme ça jusqu'aux phases 2. Les phases 3, il y a une autre police et c'est sur le côté droit là quelque part, avec le petit logo Alfa Romeo toujours. Et je viens de remarquer quelque chose. La vitre, en fait, elle est un petit peu en V. Alors, ça fait 3 ans que j'ai cette voiture, je découvre encore des choses. Là, en la regardant, je viens de le voir. En fait, on a vraiment le V qui rejoint un petit peu la forme de la calandre. Donc, c'est un petit détail. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je trouve qu'il y a un petit air. Et puis voilà, ouais, autrement, on a une petite sortie d'échappement quand même assez grosse pour un petit moteur, je trouve. Mais d'ailleurs, parlant des moteurs, je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot.
Alors il faut savoir que sur cette Julita, on a eu pas mal de motorisations essence et diesel qui ont su évoluer au fil du temps avec les restylages. Alors on a eu un 105 essence, un 120, un 150, un 170 et en diesel on a eu un 105, un 120, un 140, un 150, un 170 et un 175. Et il y en a eu pas mal, c'est ce que je vous dis. Ici on a eu donc un 1,6 litre JTDM2 de 105 chevaux, donc le plus petit moteur diesel. Et donc avec 320 Nm disponible à 1750 tours minute, donc ça, on va dire ça relève un peu le niveau des chevaux parce que c'est vrai que 105 chevaux c'est assez faiblard. Mais franchement avec le mode sport on a un overboost et honnêtement ça va, ça suffit au quotidien. Honnêtement je me fais quand même un petit peu plaisir avec, même si c'est pas mon but principal. Comme dit, j'ai les MX5 à côté, ça c'est plus mon daily, je cherchais plus l'économique, etc. Franchement j'en suis satisfait en termes de consommation. Je suis à 110 à 4 litres 2 et 130 on va dire 5 litres 2, hop, 5 litres 3. Donc ça reste assez raisonnable avec une conso moyenne de 5 litres 4. Et là où ça pêche un petit peu c'est en ville où ça monte comme dit facilement à 15-20 litres. Je trouve ça énorme. Mais voilà, quand on est stabilisé avec le régulateur sur autoroute ça va très bien. Donc non franchement j'en suis satisfait. Et le plus gros moteur essence était à partir de la phase 2 sur la QV, donc la Quadrifoglio. Quadrifoglio Verde, pardon, oh là là, c'est le matin. Et donc ouais, là il y en avait, en fait c'était un bloc qui était repris de l'Alfa Romeo 4C, le petit coupé 2 places là. Et donc on avait un bloc de 240 chevaux sur le 1 litre 750, donc 1750 cm3. Donc ouais, là on avait quand même pas mal de bourrins sur le train avant, sur la QV, ça devait être fort sympathique. J'ai jamais pu essayer. Par contre, j'ai pu essayer un 150 diesel et un 170 essence. Et déjà là, ça marche plutôt pas mal. Honnêtement, franchement, ça marche bien. Donc, ouais, non, moi après, je choisis comme dit, le moteur le plus économique. Moi, comme dit, pour mon utilisation, c'est ce que j'avais besoin. Je fais pas mal de routes, donc ça me sert à rien d'avoir beaucoup de chevaux si c'est juste pour me déplacer. Donc, voilà. Un rapide mot sur le coffre. On a un volume de 350 litres. Donc, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas faible non plus. L'avantage c'est qu'on a un seuil de chargement assez haut, mais du coup on a un coffre assez profond. Vous voyez, il y a la taille de ma main. Donc c'est plutôt correct. En fait, on peut mettre facilement deux valises. Donc on peut mettre deux grosses valises et encore des bagages par-dessus ou des bagages, même deux petites valises. Enfin, franchement, j'ai déjà été étonné. J'ai déjà été surpris de tout ce que je pouvais mettre dans ce coffre. Donc moi j'en suis satisfait. Je suis pas le type de personne qui trimballe énormément de choses. Donc pour moi, il me convient largement. Et voilà, on se retrouve à bord. Et ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'on est assis assez bas. Donc c'est vraiment agréable pour la conduite. Je vous en parle un petit peu plus tard. Et donc on est assis dans ces superbes sièges semi-baquets spécifiques à cette série spéciale Sprint. Donc on a l'instruction Sprint brodée dans l'appui-tête. On a donc cet Alcantara avec le logo Alpha inscrit qui se divise en deux sur les deux sièges avant. Donc c'est vraiment joli. Avec des petites surpiqûres rouges qu'on retrouve un petit peu partout. Comme ici sur le levier. Autrement, et sur le frein à main, pardon. Autrement, on a un petit accoudoir qui est là, avec un petit rangement dedans. Honnêtement, c'est assez. Moi, je suis pas fan de l'accoudoir, c'est pour ça que je le laisse tout le temps relevé parce que pour passer les vitesses, en fait, je sais pas, je trouve ça vraiment. Je sais pas. Moi, je suis pas fan. Après, en boîte auto, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en manuel, c'est un petit peu désagréable. Autrement, on a ce beau petit volant avec le petit V qu'on retrouve de la calandre. Volant en cuir surpiqué rouge comme le reste. Et non, franchement, il est assez agréable, il est assez dur. Mais il est dur, mais agréable au toucher. Donc moi, j'aime bien, honnêtement. On a quelques petites commandes au volant. Ici, on a le volume, la commande vocale, les stations, l'appel. Et puis voilà, ça reste assez basique. Tout ce qui est régulateur de vitesse, c'est ici. Avec les petits commodos, voilà. On retrouve les compteurs proéminents de la typique d'Alfa Romeo, donc avec les deux gros ronds. Plutôt joli, avec un petit écran digital encore au milieu, assez ancien, hein, vous pouvez voir sur l'image, c'est un peu, voilà, c'est orangé, c'est un petit peu à l'ancienne, rouge. Ici on a donc une belle planche de bord que moi j'apprécie, honnêtement, je trouve ça vraiment, c'est assez plastique, comme dit, mais je trouve le dessin assez original, assez fluide, très agréable à l'œil, donc avec cette petite ligne là qui part de là, elle fait tout le petit tour. Elle longe ici et puis elle repart là. Je trouve ça vraiment sympa.
avec ce petit revêtement style carbone. Alors c'est pas du covering ou je ne sais quoi, c'est vraiment d'origine en style carbone. On en retrouve aussi sur les panneaux de porte et c'est un petit peu moussé. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'il y avait dans la Mégane 4 RS. Donc ouais, non, franchement, moi j'aime vraiment bien. Ça donne un petit côté racing à l'ensemble, qui est plutôt agréable sur et ça c'est donc sur la série Sprint. Et après ils l'ont remis sur deux séries, je crois en option ou en fonction de définition, je suis pas sûr. Donc voilà, ouais. Ici on a un petit rangement avec des petites aérations, on a un petit rangement ici. C'est un petit peu le point faible de cet habitacle, c'est les rangements. On n'en a pas beaucoup. Ici, comme vous pouvez voir, c'est pris. Ici on a deux portes gobelets, je l'utilise pour poser mon téléphone parce que je peux pas le poser ailleurs. Ici on a, honnêtement c'est très faiblard. Après on a les portes, mais bon, c'est limite. Ici on a la centralisation, le reset pour la pression des pneus, ainsi que les anti-brouillards. Et ça c'est vraiment très pratique les anti-brouillards ici, parce que du coup on a juste à appuyer et franchement c'est vraiment sympa. On a le petit écran de 5 pouces, alors forcément il fait très petit comparé à ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais voilà, ça fait le taf, il n'y a pas Apple CarPlay, il n'y a pas Android Auto, etc. Mais ça fait, honnêtement, moi j'en suis satisfait, il y a le GPS, il y a tout ça. Donc honnêtement, franchement, pour mon utilisation, ça va. Après, on peut quand même connecter son téléphone ici en jack, ici en jack, en USB ici, et en port SD, donc c'est plutôt correct. Il y a pas mal de connectivité. Ici, on peut enlever le start and stop. Et ici, si vous vous demandez ce que c'est le DNA. Donc, c'est le sélecteur de mode, en fait, le mode de conduite. On a le D pour dynamique, le N pour natural, qui est le mode éco, le mode basique, et le A, qui est le mode all weather. Et en fait, c'est vraiment pour les sols humides, style pluie, neige. Et on sent vraiment une différence, honnêtement. Le mode sport, si maintenant je l'active, il faut mettre le contact. On peut voir à l'écran que voilà, on peut voir ce qui change en fonction du mode. Si je remets en natural, voilà. Si je mets en all weather, on a ça. Donc ouais, non, franchement, voilà. Et puis c'est une belle pièce, je trouve. C'est en plastique, c'est pas en alu. Mais je trouve ça vraiment joli comme sélecteur de vitesse. Ça change des simples boutons. Après, voilà, c'est assez basique. C'est un petit peu à l'ancienne. Ça manque un petit peu de rangement, comme j'ai dit. Mais moi, j'en suis satisfait. Et puis voilà. À l'arrière, je vais pas vous filmer. Mais en termes d'assises, on est plutôt pas mal. On est bien assis. En revanche, en termes d'espace aux jambes, c'est un petit peu limite. Ça va pour dépanner, pour faire 2-3 heures de route, mais pour vraiment partir en vacances, je pense un petit peu limite. Et puis en termes de garde au toit, ici on pourrait croire que c'est un peu limite parce que j'ai mes cheveux qui touchent, presque, il n'y a pas grand chose. Mais à l'arrière, malgré le toit qui plonge un petit peu, ça reste correct, moi j'y vais, je suis bien assis, donc honnêtement, ça va. On va maintenant faire un petit tour, je vais mettre la GoPro et puis on va aller faire un petit tour sur la route. Et voilà, on se retrouve à bord. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est assis assez bas. Donc c'est plutôt sympa. Alors on n'est pas assis aussi bas qu'une sportive, mais je veux dire pour une berline compacte, c'est quand même sympa. On a vraiment un agrément de conduite plutôt sympathique. Surtout que bon, Alfa Romeo est réputé quand même pour avoir des bons châssis. Et c'est le cas encore sur cette Giulietta. Alors il n'est pas redoutable, mais je veux dire pour tous les jours, il est largement plaisant. On peut vraiment s'amuser avec. Et non, franchement, je m'éclate, même en normal, je veux dire, même sans le mode sport, etc. Ça tient bien la route, jusqu'à ce que je change les pneus. Effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai récemment changé mes pneus, et j'en suis pas du tout satisfait, honnêtement. Avant, j'étais sur du Bridgestone Potenza S001, donc qui a de la gomme quand même plutôt correcte, et j'en étais vraiment satisfait, ça bougeait pas, c'était assez rigide. Et depuis peu, là, ils étaient un petit peu rincés et du coup, j'ai dû les changer. Et j'ai pris un pneu qu'on m'a toujours recommandé. On m'a toujours dit, ouais, il est grave bien, blabla, il est super, essaye et tout. Donc je me dis, je saute le pas, on va essayer. Et donc j'ai pris les Hankook Ventus V12 Evo 2. Et honnêtement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est mou au possible en virage. En plein appui, on sent la caisse bouger, mais que d'en bas, effectivement. Donc vraiment que des pneus. Et honnêtement, je prends beaucoup moins de plaisir depuis. En termes de tenue de route, ok, mais on a quasi pas de feeling en fait. On ressent rien. Et depuis, disons que je prends moins de plaisir à conduire ma Giulietta. Et c'est un peu dommage parce qu'avant, je l'appréciais vraiment. Le seul avantage de ces pneus, c'est qu'ils sont vraiment un petit peu plus confortables. C'est vrai qu'avec la S001, c'était un petit peu tape-cul. Bon, ça l'est toujours un petit peu.
mais beaucoup moins. Donc je dis ça, on passe sur des bosses, la route elle est déglinguée, mais bon. Non, mais franchement, j'en suis un petit... Franchement, je suis déçu. Je regrette mon achat, je pouvais pas les rendre, je pouvais pas échanger, donc je vais devoir me les coltiner pendant 30-40 000 km, donc c'est un petit peu dommage. Mais enfin bon, on fait avec. Et ouais, donc en termes de châssis, c'est vraiment sympa. Le freinage, il est correct. Alors, je suis sur du freinage d'origine, pardon. Je bafouille, mais je le trouve plutôt correct. Le moteur, on a le 1,6 litre comme j'ai dit tout à l'heure. Et ouais, non, franchement, c'est sûr, ça vaut pas des grosses motorisations, forcément. Mais comme j'ai dit, on a quand même 320 Nm assez bas en régime. Et en mode sport, honnêtement, ça marche plutôt bien. Donc je m'amuse quand même si le véhicule fait 1 tonne 3 environ. Il est quand même, il est pas lourd, il est pas léger. Mais je veux dire 105 chevaux pour 1 tonne 3, bon ouais, ça va. Honnêtement, ça va. Donc ouais, je prends beaucoup de plaisir au volant de ma Giulietta. Franchement, même en termes de confort, c'est vraiment bien. Alors je dis pas que c'est le confort extrême, mais on est quand même pas mal pour avaler les kilomètres. Honnêtement, ça le fait pas mal. Je fais beaucoup de route, donc comme dit, j'en suis satisfait. On a le régulateur, etc. On se cale et puis c'est parti. Après, on n'a pas toutes les aides à la conduite récentes, hein, forcément. On n'a pas voilà, le freinage d'urgence, le maintien dans la voie, régulateur adaptatif, etc. On a juste le simple régulateur de vitesse. Mais c'est déjà suffisant, on va dire. Pour mon utilisation, j'en ai pas forcément besoin. Alors, comme dit, ça aurait juste un défaut, ça serait un petit peu la consommation en ville. Et en réaccélération, c'est vraiment l'horreur. Comme dit, on est vite à 15-20 litres et je trouve ça énorme pour un petit 1,6 litre diesel. Donc ouais, ça c'est franchement le plus gros défaut. Après on entend souvent dire qu'Alfa Romeo c'est pas fiable, etc. Qu'il y a plein de problèmes, etc. Alors franchement, connu, je dirais qu'il y a deux gros soucis sur la Giulietta. C'est la poignée intérieure qui claque et le faisceau dans le coffre qui s'use à force de l'ouvrir et le fermer. Du coup ça coupe les fils au bout d'un moment. Et du coup on a les optiques à l'arrière qui déconnent un peu. Autrement, ben, il n'y a pas de gros soucis, du moins en boîte manuelle. Je sais pas si la boîte auto elle a des soucis ou pas, mais moi en tout cas, la mienne a 72 000 km, je l'ai achetée à 28 000, et à part les entretiens courants, j'ai jamais eu de problème. J'ai un ami qui a presque le même modèle, donc c'est aussi une Sprint, mais en 120 diesel, et lui pareil, il a plus de 100 000 km, il n'a pas de soucis. Donc honnêtement, pour moi, même sur les groupes, etc., je vois pas de gros problèmes majeurs, de personnes qui se plaignent de la fiabilité. Alors certes, c'était peut-être sûrement le cas avec les anciens modèles dans les années 90-2000, mais franchement sur la Giulietta et même tout ce qui est Giulia, etc., franchement, j'entends pas de gros soucis. Donc pour moi, la fiabilité, bah, elle est plutôt bonne. Après, bon, c'est vrai que les pièces sont un petit peu chères chez Alfa Romeo. Donc c'est un peu cher pour du semi-premium. Je veux dire par là que bon, encore une Giulia, d'accord, un Stelvio, d'accord, mais une Giulietta, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus haut de gamme. Donc je veux dire à l'intérieur c'est plastique et tout, donc voilà, mais franchement moi j'en suis satisfait et en termes de tarifs, ça tourne entre... la fourchette est assez grande, mais on va dire que ça tourne entre 6 et 20 000. Alors 6 000 c'est vraiment un modèle qui a pas mal de kilomètres, etc. Après entre 10 et 15 on peut trouver un véhicule avec moyennement kilométré en assez bon état, enfin en bon état on va dire même. Et puis après si on veut des neuves, donc très récentes, avec peut-être 100-300 km, enfin, vous voyez ce type de voiture, ou même maxi 5000 on va dire, ça sera aux alentours des 20 000 euros. Donc après ça décote un petit peu, honnêtement. Alfa Romeo ça décote quand même, mais la Giulietta a un peu stagné là avec la fin de production. Elle a même pris un petit peu, alors quand je dis un petit peu c'est vraiment 500 000 euros. Alors, c'est pas grand chose je veux dire, mais si ça permet de stagner c'est déjà ça. Mais non, franchement, c'est un véhicule, comme dit, qu'il n'y a pas énormément d'électronique en plus. Encore, je veux dire, il n'y a pas toutes les assistances, toutes les aides à la conduite. Donc si vous recherchez ce type de véhicule, honnêtement, ça peut être une bonne option. Et on prend beaucoup de plaisir quand même. Peut-être prendre un moteur un peu plus gros. Si vraiment, voilà, vous venez d'autre part, vous venez d'un véhicule qui a plus de chevaux, peut-être prendre un moteur un 150, un 170. Ou alors la QV, mais ça c'est encore autre chose. Et non, franchement, je pense que vous serez satisfait.
Et non, franchement, moi j'en suis pleinement satisfait en tout cas. Comme dit, je voulais la vendre. Ça fait déjà pas mal de temps que je dis que je souhaiterais la vendre, mais le problème c'est qu'il n'y a rien qui m'attire en fait. Et j'ai peur de regretter la vente. Donc c'est peut-être un signe et je me dis, bon, je vais la garder. Et du coup je la garde. Et puis on verra par la suite, mais pour l'instant je compte la garder. Donc voilà, si jamais un jour elle sera en vente, je mettrai le lien en description si vraiment, mais vous en serez informé. Donc voilà, je trouve que c'est un véhicule qu'on voit pas beaucoup. Alors il y en a, je dis pas, mais je veux dire face à une 208 ou une 308 qui est une concurrente on va dire, honnêtement ça va, hein, on n'en voit pas beaucoup. Et moi j'aime bien rouler avec des véhicules qu'on voit pas souvent. Donc bon, je dis pas, j'avais une 206 avant, mais j'avais quand même une couleur assez rare, donc une teinte assez rare, donc j'en étais satisfait. Mais même MX5 c'est une série limitée à 1000 exemplaires. Donc enfin c'est des petits trucs comme ça, moi j'aime bien rouler avec des véhicules avec des configurations assez spécifiques ou autres. Donc ouais non franchement, comme dit, entre 10 et 15 000 on en trouve des corrects. Donc voilà, c'est la fin de cette découverte. Vous avez pu remarquer que j'ai dû changer un petit peu d'angle de prise de vue. Alors comme dit, j'étais tout seul aujourd'hui, donc j'ai dû un petit peu m'adapter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez ce type d'angle, voilà, en fixe. Et puis voilà, je vous invite à aimer cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus et d'autres essais et découvertes qui arriveront prochainement. La prochaine vidéo va porter sur l'UX300E, donc on va repartir sur un petit SUV électrique. Je vais découvrir la marque Lexus, donc je suis impatient. Je l'essaie normalement ce week-end, la vidéo sortira donc dans 2 semaines. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!